Mal aimé par Apple, souvent bridé, le Mac Mini a longtemps vécu dans l'ombre de l'iMac à écran intégré et du Mac Studio. Mais ça, c'était avant la grève d'une puce M2 et M2 Pro. Non seulement ses performances sont boostées, mais de surcroît, les prix baissent, qui font de lui le Mac de bureau affichant le ratio prix-performance, le meilleur de sa catégorie. Alors faut-il craquer? Annonce-t-il la mort annoncée de l'iMac et du concept du tout en un? Peut-il faire de l'ombre au Mac Studio? Débat. Le Mac. Bonjour à toutes et à tous, vous regardez On refait le Mac alias ORLM. Très heureux de vous retrouver pour notre débat tech hebdomadaire. Un petit désolé d'être obligé de porter une casquette cette semaine. J'ai un vilain orgelet, donc je me protège comme je peux des lumières. En tout cas, merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Un salut particulier aux membres du Club ORLM. C'est la version premium de notre chaîne YouTube. En vous abonnant, vous soutenez ORLM et ses équipes. Et en contrepartie, l'émission est accessible rien que pour vous, 24 heures en avance, comme ce soir, pour nos amis du club, que vous pouvez suivre en direct, poser des questions en vidéo, échanger avec l'équipe au quotidien via un chat room en Discord et venir ici au village Baessia à Paris, assister à des enregistrements aux coulisses. Tout ça, c'est formidable, vous allez voir. Toutes les infos, c'est sur notre chaîne YouTube dans la description en scannant le QR code que vous avez vu à l'instant. Et on invite vraiment les gens qui nous regardent en direct ce soir à poser des questions via le chat. Laurent est en veille et répondra à vos questions dans un instant. D'ailleurs, c'est le moment de lancer la présentation de nos chroniqueurs. À mes côtés en plateau, Laurent Pantanach. Bonjour Laurent. Bonsoir tout le monde, bonjour tout le monde. Tu n'as pas une annonce particulière à faire? Non, j'ai fait 25 secondes d'annonce la semaine dernière, tout le monde m'est tombé dessus en disant « Ouais, Laurent, il fait ça. » Il faut bien manger, monsieur Pantanach. 25 secondes sur une émission de 1h15, qu'est-ce que tu te dises, moi? Bon, on est bien. Bon, j'ai reçu quelques messages de soutien, messages privés et tout, c'était très sympa. Bon. En duplex, notre spécialiste des puces. J'en referai. Oui, en duplex, notre spécialiste des puces Apple Silicon, qui va nous faire découvrir les arcanes du M2 et du M2 Pro qui équipent le Mac Mini. Fred Crassa, bonjour Fred. Bonjour, bonsoir à toute l'équipe, ravi d'être encore là. En duplex également, Christophe Degrave de Underside. Bonjour Christophe. Hey, comment ça va? Toujours très bien entouré. Moi, je suis, oui, effectivement. J'ai oublié le génialissime Christophe Degrave, mille excuses. Merci beaucoup. Voilà. Pourtant, cette fois-ci, je n'ai pas modifié ton texte. Presque. Il a testé le Mac Mini sur toutes les coutures, ou presque. Regardez, il est sur son bureau, il trône les deux modèles. Didier Policani de Mac Forever. Bonjour Didier. Salut les amis, ça va bien? Ouais, et toi? Bah écoute, ça roule. Moi, je suis en plein dans les tests, tu vois. Donc, j'ai fait le Mac Mini la semaine dernière. Là, je suis en train de boucler le MacBook Pro qui devrait être sorti au moment où l'émission sera disponible. Et c'est vrai que ça fait du bien de revoir un peu des nouveaux Macs. On a eu quand même une fin d'année. On n'a pas eu grand-chose quand même. Cet été, c'était morne pleine. Retour donc sur le test du Mac Mini. La grève du M2 et surtout du M2 Pro a vraiment transfiguré cet ordinateur qui est désormais l'un des modèles les plus séduisants de la marque, du Mac, ou du moins sur le papier. Rappelons que pour ceux qui auraient loupé les épisodes précédents et qui viennent du côté obscur de la force, de Windows notamment, que le Mini est un ordinateur d'Apple compact, composé d'une centrale dépourvue d'écran, de souris et de clavier, l'antithèse de l'iMac en somme. Signe-t-il la mort annoncée du concept tout en un? C'est le moment du sondage. Alors que l'avenir pour l'iMac, c'est un peu en creux ce qu'on peut se poser comme question. Derrière cette question Twitter de Stéphane Ferré, le tout en un chez Apple, est-il toujours d'actualité? Atteindra-t-il un plateau, sans jeu de mots, en termes de performance, même avec le passage en 3 nanomètres? Est-ce le moment pour acheter un Mini M2 Pro ou faut-il mieux attendre la version M3? Eh bien, c'est la question qu'on vous a posée cette semaine pour rebondir sur votre question, Stéphane. C'était le sondage de la semaine. Pour votre ordinateur de bureau, préférez-vous investir dans un modèle tout en un type iMac ou polyvalent type Mac Mini? Et vous êtes surprise, 59,3% à répondre le Mac Mini. C'est étonnant parce que c'est vraiment l'ADN du Mac depuis son lancement du premier Macintosh en 84, Laurent. Moi, ça m'a surpris. C'est vrai. C'est vrai? Oui. Je ne l'avais pas réalisé. Oui. Mais ça ne te surprend pas que les gens préfèrent aujourd'hui un ordinateur modulaire à un ordinateur tout en un? Toi, ça y est, pour toi, l'iMac, c'est plus pour toi. Moi,
Moi, je suis très portable en fait. Et donc, du coup, je me retrouve toujours dans cette. Chaque fois que j'ai eu un Mac mini, je l'ai eu pour un usage précis. J'ai besoin de faire une action et j'ai besoin d'avoir un ordi à la maison. Donc, Pour toi, c'est l'ordinateur de bureau qui est devenu obsolète, quoi, de manière générale. c'est l'ordinateur de bureau qui est devenu obsolète. Et, mais tu vois, c'est intéressant dans le truc parce que je pense qu'ils ont tellement multiplié la gamme que là, tu sais, je suis allé rechercher la matrice de Steve Jobs. Les 4, le En fait, quadrant Steve Jobs, magique. qui était très simple. Steve Jobs, il avait fait un truc très simple. Il avait dit il y a l'univers pro et il y a l'univers grand public. Et derrière, il y a le portable et l'ordinateur de bureau. Donc, tu avais iMac et iBook, Mac étant ordinateur et Book étant le portable. Et de l'autre côté, tu avais le Power Mac et le Power Book. Donc, c'est un petit peu compliqué, complexifié. Non, mais là, c'était simple. Il y avait 4 cases, le public, le truc. Là, on est paumé. Ouais. Les amis, votre réaction brièvement sur Teams, que ce soit Christophe, Fred ou Didier. On sait que 70% des ventes d'Apple, c'était pas 80 aujourd'hui, sont des portables. Mais le concept de l'iMac, c'est quand même un ordinateur iconique qui a sauvé Apple de la faillite, rappelons-le. Bien sûr. Bien entendu, l'iMac reste pour moi tout aussi important dans la gamme de Apple, mais la seule chose, c'est que pour le moment, il a reçu un peu moins d'amour ces derniers temps que le Mac mini. Le Mac mini, il est tout neuf, il a les nouveaux processeurs, il est hyper sexy, on peut y ajouter plein de mémoire, etc., etc. Tandis que l'iMac reste sur les anciens processeurs. Et donc, moi, je pense que c'est tout simplement ça que les gens voient aujourd'hui, que le consommateur voit, c'est de se dire, si je devais choisir aujourd'hui, je préfère aller vers le Mac mini M2 qui, de plus, est peut-être un peu moins cher si j'ai déjà un écran. Ça, on pourra en reparler par la suite. Mais donc, voilà pourquoi aujourd'hui l'iMac peut-être aurait moins de succès aujourd'hui. Au-delà, c'est vraiment l'évolutivité qui est le moteur peut-être et qui fait évoluer aujourd'hui la préférence de nos personnes qu'on a sondées. Regardez ces réactions sur Twitter de Dwayne Benoît. C'est la question que je me pose, ou je me suis posée en 2020. C'est ce qu'il nous dit sur Twitter, Benoît. J'avais un iMac de 2009 sur SSD. Il fonctionne très bien, mais plus de mise à jour macOS. Donc, je me suis rabattu sur un Mac mini pour n'avoir à changer que l'écran ou l'unité si un truc lâche. C'est vrai que si votre iMac tombe en panne, c'est tout l'ensemble qui part chez les réparateurs. Regardez cette réaction de Brad Coudray. Ce qui en soi, la remarque est intéressante, mais je pense que les gens font pas de mise à jour. C'est-à-dire qu'ils rajoutent pas de la RAM, ils changent pas le disque dur. C'est un cas, mais c'est microscopique. C'est difficile. Et de toute manière, quand il y a un ordi, et un écran, quand l'ordi tombe en panne, souvent, il n'y a pas un ordi de remplacement. Non. Donc finalement, ton iMac, quand il tombe en panne, que tu me dises, il tombe en panne, c'est un tout. Le système, c'est un ordi, un écran, un clavier, une souris. Bon, il y a un des trucs, la lime tombe en panne, tout Mais en ton rade. écran, il a une plus grande durée de vie quand même. Moi, je vois j'ai souvent changé avec les portables, je les ai collés à des écrans et souvent les écrans changeaient pas. Et c'est vrai que c'est un peu casse-pied cet iMac que tu peux même pas utiliser comme écran une fois qu'il est en panne. Tu vois, ils ont même bridé ça alors que c'était possible avant. Ouais, Et puis surtout, ils ont pas d'écran pas cher. C'est-à-dire que tu peux pas te faire un Mac mini plus écran au prix de l'iMac. Alors que potentiellement, je pense que ça doit pas leur coûter très cher cette date d'iMac. Didier, regarde, c'est la réaction de Brad Coudray sur Twitter. Il n'y a qu'avec un Studio Display, plus Mac Mini ou MacBook Pro, qu'on retrouve le confort d'un iMac en utilisation desktop. J'ai switché cet été, mais sans regret, mais ce n'est pas donné. C'est vrai qu'un Mac, un écran Apple, c'est presque 1 700 €, sans me tromper, c'est ça 1500 avec les promos. Ouais, avec 1500 avec les promos. Mais on trouve aujourd'hui des écrans 4K, notamment chez LG. On les a présentés à l'émission de Noël, les Ultra iFan en Thunderbolt, qui sont les mêmes dalles qu'utilise Apple a priori pour l'iMac. Et même le 27 pouces 5K, on le retrouve chez LG pour 969 € par exemple pour un 27 pouces, autour des 450 € pour un 24 pouces. Donc oui, c'est possible de trouver des alternatives. Autre réaction de Mano, un fidèle de Refait le Mac. Si l'on prend le Mac mini le moins cher, que l'on ajoute un clavier, une souris, un écran 5K, l'iMac 24 pouces n'est-il pas moins cher ? Et évidemment, la question de la puce se pose. L'iMac n'étant pas mis à jour de ce côté. De plus, si l'on veut un M2 Pro, on n'aura pas le choix. Effectivement, l'iMac est resté bloqué
en M1. Autre réaction de EDN sur Twitter. Salut la team, j'adore ce que vous faites, c'est gentil. Mes questions, j'envisage l'achat d'un Mac Mini M2. Quel écran, pas trop cher, lui adjoindre? Vaut-il mieux acheter un magnifique iMac 24, attendre un iMac 24 M2? Merci. Alors on a préparé une petite slide, regardez, on a opposé l'iMac M1 au Mac Mini M2. Et effectivement, l'iMac 24 pouces est aujourd'hui aux alentours de 1 549 €. Le ticket d'entrée du Mac Mini est seulement à 699 €, mais sans clavier ni souris. Il faut y rajouter, si vous prenez un clavier Apple, vous pouvez trouver moins cher, 109 € pour un clavier Magic Keyboard d'Apple, soit 85 € pour une souris Magic Keyboard, Magic Mouse, pardon. Là, encore une fois, vous pouvez trouver moins cher, notamment chez Logitech. Et puis, si vous rajoutez ce fameux LG 24 pouces, qui est à peu près l'équivalent de ce qu'il y a aujourd'hui, l'Ultra iFan 24 que vous trouvez autour des 500 € chez Amazon, vous arrivez à un total de 1 436 €. Donc oui, moins cher que l'iMac avec une puce M2. Voilà, pour moi, je vous donne une idée. Soit il faut vraiment qu'il change rapidement la puce de l'iMac M1, soit il ne faut pas hésiter à prendre le Mac Mini M2. Regardez encore, c'est beaucoup de questions sur l'avenir de l'iMac, notamment de Stéphane Coupechou, un autre fidèle dans Refait le Mac. iMac 32 pouces, M2 Pro, voire M2 Max, dans mes rêves pour le moment, c'est ce qu'il aspire. Je ne sais pas, Didier, mais où est donc passé l'iMac 32 pouces ou l'iMac M2? Pourquoi cet immobilisme ou Fred, si tu veux réagir? Et moi, je pense que Tim Cook est très doué, en fait. Il est vraiment doué parce que, tu vois, au lieu de te sortir effectivement l'iMac M2 tout de suite, il te fait poireauter, comme ça il maximise ses ventes de Mac Mini, il finit son trimestre correctement. Et puis l'iMac M2, il va sortir, je pense le courant de l'été, quelque chose comme ça. Et en fait, quand tu regardes, que ce soit les iPads, tout ça, en fait, il y a une espèce de frustration permanente où tu te dis ah ouais, je vais quand même avoir mieux en mettant un petit peu plus cher, ça vaut pas le coup d'attendre. Et les gammes sont extrêmement floues. Et là, on est typiquement dans ce moment-là. D'ailleurs, c'est étonnant parce que l'iMac, quand même un grand écran et tout, tu te dis au lieu d'un M2 normal, ils auraient pu mettre un M1 normal, ils auraient pu mettre un M1 rien. Pro par exemple. Ouais, Ça aurait ouais. été pas mal quand même, Ouais. même en cours de vie. Non, parce qu'en fait, il capitalise sur le fait qu'effectivement le Mac Mini va sortir, il va se mettre entre les deux. Et on a le même problème, on en parlera peut-être avec le Mac Studio, Oui. qui va peut-être pas passer au M2 cette année parce qu'il y a le Mac Pro qui va avoir le M2 Ultra, machin. Et du coup, ils vont créer une espèce de gamme d'entre-deux. Tu dis, ah ouais, le Mac Studio, il est entre le Mac Mini et le Mac Pro, est-ce qu'il vaut le coup? Et du coup, ils vont te vendre les trois comme ça. Bon, le Mac Mini a longtemps été le mal-aimé d'Apple. Là, il est un peu privilégié pour une fois. Fred, ton sentiment, il pourrait comme ça, d'après le châssis, le dégagement thermique que tu as aujourd'hui dans l'iMac, greffer une puce M2 sans problème, voire M2 Pro dans un iMac aujourd'hui, en 24 Alors oui, pouces à défaut du 27 ou du 32? oui, il pourrait très bien le faire. C'est vrai que c'est un peu bizarre qu'ils aient pas mis à jour. Il peut y avoir une autre raison à ce que dit Didier, c'est que on en avait parlé en dehors, c'est que TSMC a besoin de produire des puces de façon régulière. Ils ont besoin d'un volume. Il ne faut pas que les usines s'arrêtent. Ça coûte très cher de mettre au point un Produire, process. produire. Et donc, il faut produire, mais surtout constant. Et quand vous sortez comme ça de nouvelles machines, ça fait un bond. Alors, on anticipe un petit peu le truc, mais si vous sortez toutes les machines d'un seul coup, vous allez vous retrouver avec une pénurie. Vous ne pourrez pas vendre et les gens ne pourront pas acheter. Il faudra qu'ils attendent longtemps. Et puis, de l'autre côté, quand ils auront bien pris, vous aurez un creux. Donc, il faut quand même étaler un petit peu les sorties pour que les usines sortent des puces régulièrement avec un niveau assez constant. Et ça coûte moins cher en plus parce que TSMC va vous faire un meilleur prix plutôt que de vous faire un gros pic de production et puis après on s'arrête et puis ils n'ont plus rien à faire. Et là, il faut tout recalibrer, les machines, etc. Donc il se peut quand même que Apple soit un peu tributaire de ces usines de production. Et c'est vrai que pour l'instant, par rapport à la question qu'on s'est posée, je trouve que l'iMac a pris du prix. Je crois que c'est Didier qui en avait parlé il y a quelques émissions. Avant, l'iMac, c'est une machine vachement abordable. Moi, je me rappelle, j'ai regardé pas mal de vidéos de Didier sur l'iMac. C'était une machine, mais franchement, par rapport à l'écran tout embarqué, c'était pas très cher. En fait, c'était vraiment abordable. Et donc, on parlait pas trop du Mac Mini. Mais quand ils ont monté la résolution, parce qu'une résolution de 5K, 4,5, 4,5K, c'est des fois surpassé. Ma fille est étudiante, elle voulait un petit iMac, c'est quand même 1500 à 2000 balles. Elle n'a pas besoin de 4,5K pour faire de la bureautique au lycée, tout ça. Franchement, un 2K, je l'ai montré à la dernière émission, un 2K, ça coûte dans les 200, 300 euros. Et ils ont monté un petit peu la gamme de l'iMac, alors qu'il n'y a pas vraiment de compétition. Il n'y a pas trop d'offres concurrentes vraiment aussi bonnes que l'iMac. Je trouve ça un petit peu dommage qu'on n'ait pas un iMac plus abordable. Bon, je pense que ça va arriver au cours de l'année. Regarde cette réaction
sur Twitter d'Alexandre. Salut l'équipe, je vote la polyvalence. Cela permet de choisir son matériel. On en parlait en préambule, hein. Je vais craquer donc pour le Studio Display. Il coûte un petit peu cher, mais c'est vrai qu'il est beau ce moniteur. Je préfère cette polyvalence avec le MacBook Pro M1 Pro que j'ai, car je peux avoir un bureau fixe et d'un câble, avoir un ordinateur portable et apprendre n'importe où. Retour donc sur la polyvalence, publicité dans ce tweet de cet ordinateur, le Mac Mini, et de son mini boîtier. On le disait donc en préambule, mini boîtier maxi polyvalence, c'est le titre de ce chapitre, hein, on l'a vu, sans surprise, le design est identique, il n'a pas évolué, hein, vraiment qu'à la marge. Ces 10 dernières années, c'est le même concept. Mais même, il n'a pas évolué depuis. Laurent. Non, mais il n'a pas évolué depuis le début. Au début, il était très carré avec un dessus en plastique blanc, mais au final, c'est resté une machine avec, je dirais, un petit, un carré qui a été plus ou moins épais. À un moment donné, il y avait même le lecteur de DVD dedans, Oui, quoi. et puis Mais pas de changement, pas réellement. après, ils ont enlevé le DVD, donc il est descendu d'un. Ouais, de la pas de moitié. changement de couleur. Ouais, ça aurait été sympa d'avoir des changements de couleur. Rappelle-toi, c'était Bring Your Own, comment ils avaient appelé ça, BY, c'était pas Bring Your Own Device, mais Bring Your Keyboard and Mouse. Oui. Tu amènes, tu as un PC, tu as déjà un clavier et une souris. C'était l'ordinateur pour switcher. Ouais, pour switcher. Mais Voilà, vous avez un écran de PC, vous avez un clavier de PC, une souris de PC, vous pouvez le brancher sur le Mac. quand tu discutes avec Christophe Degrave de chez Je connais Underside, pas. lui, il monte des serveurs là-dedans. Génialissime. Le génialissime Christophe Degrave, lui, il monte des serveurs là-dedans. Tu vois, c'est devenu la machine à faire des serveurs. On va en parler avec Christophe. Regarde cette réaction de Pierre-François Tilly. Certains diraient, sur Twitter, hein, certains diront qu'il est dommage que le New Mac Mini M2 n'ait pas un nouveau design. Perso, ça ne me dérange pas, car avec cette démarche Apple, on a fait un des Macs les moins chers du marché, même en M2 Pro. J'ai perso pas attendu vos recos. Je me suis pris le M2 Pro 1 Tera 32 giga. Bye bye MacBook Pro Retina 2012. Autre question ou réaction sur Twitter de Mano. Mac Mini, il est éternel ce design? Non, ça fait combien de temps qu'il n'a pas changé? En même temps, pourquoi réinventer à chaque fois la roue? Laurent le disait, Christophe, c'est parfois un immobiliste contraint par les entreprises. Étiez plutôt bien placé, hein, chez Underside, Christophe. Oui, c'est vrai. Écoute, en fait, c'est particulièrement bien comme design d'ordinateur parce que tu peux effectivement les stacker, hein, donc les mettre soit sur la tranche et puis les cumuler comme ça en fait dans une baie réseau, ou bien les mettre les uns sur les autres également. Et en plus de ça, comme l'ordinateur reste avec le même design, on peut utiliser les accessoires de l'ancienne gamme. Et donc, quand tu achètes, tu vois, les accessoires indispensables pour venir racker, pour venir mettre dans une baie réseau le Mac Mini, comme ça coûte un peu cher, tu es bien content de pouvoir juste prendre l'ancien Mac Mini et puis le remplacer avec le nouveau. Donc, nous, ça nous va super bien, nos clients également, parce qu'ils ne doivent pas faire l'investissement de nouveaux accessoires. Et puis, particulièrement, moi, personnellement, en fait, oui, j'aurais peut-être bien aimé voir des Mac Mini en bleu, en doré ou ce genre de choses, mais est-ce vraiment indispensable? Non. Je pense qu'il est très bien comme ça. Il est plutôt populaire, Christophe, dans les centres de données notamment, hein, et donc il y a plein d'accessoires, on le voyait très bien dans ta vidéo à Didier, qui permettent de le racker, de le mettre sous un bureau et de le transformer en serveur, qui n'est pas la fonction première. Depuis la disparition du Xserve, le serveur d'Apple, c'est le Mac Mini. Hein, tout à fait. Exactement, d'autant plus que plus ça avance et plus il est apprécié pour son économie d'énergie également. Par rapport à d'autres serveurs chez d'autres fabricants, avec, comme le soulignait Fred dans les épisodes précédents, des corps qui sont dédiés, donc des corps dans le processeur qui sont dédiés à l'économie d'énergie. Donc ça veut dire qu'un tas de tâches qu'on faisait avant sur des corps qui étaient plus gourmands peuvent être faits aujourd'hui sur des corps moins gourmands aussi. Donc franchement, bravo Apple de ce côté-là. Et je pense que c'est un beau signal qui est envoyé aux entreprises également. Ce que veut Tim Cook, hein, en interne, tu entends, je pense, ne délivrer aucun secret interne. Tu entends de toute façon chez Apple Corp, donc Apple Corporation, donc c'est vraiment la seconde entreprise Apple en dehors des magasins Apple, des Apple Store. Apple Corp, en fait, est vraiment centré sur la partie business et la partie education, donc vraiment la partie école. Et le Mac Mini est un carton, quoi.
On va y consacrer une émission spéciale à l'éducation et au Mac dans l'entreprise et au Apple de manière générale. On l'avait déjà vu dans le Mac Studio, effectivement, le fait qu'Apple écoute un peu plus ses clients professionnels. En revanche, tu parlais du première version du Mac Mini. Ouais, mais Ils étaient évolutifs, ces versions, ouais, c'est mais plus c'est le cas intéressant, aujourd'hui. c'est intéressant parce que là, on discute depuis tout à l'heure sur oui, et j'ai entendu Didier dire oui, mais finalement, bon, on change pas l'écran. La machine, intrinsèquement, elle n'est pas plus évolutive, hein. Aujourd'hui, avant, tu pouvais l'ouvrir et changer le disque dur, la RAM. Aujourd'hui, c'est plus possible. Tout est soudé. Ouais, bon, après, il y a, c'est vrai, la mémoire embarquée propre au M1 et au MM2. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, on se retrouve finalement la machine en tant que telle, l'accès aux composants, même si ça reste Facile, tu peux rien enlever. ouais, tu peux ouvrir, hein, tu déclipses le dessous, mais bon, ça change pas des masses, quoi. Ouais, c'est-à-dire qu'on peut voir, on le voit sur les photos que nous a envoyées Didier, on peut accéder aux composants, mais ils sont soudés. Par contre, Didier, sous le capot, les différences se font jour, notamment entre le M2 et le M2 Pro. Hein. C'est pas du tout les mêmes. Hein. Oui, parce qu'il consomme un petit peu plus. En gros, alors, je ne sais pas si on va en parler après, mais là, en tout cas, au niveau de l'alimentation, Ouais. tu es autour de 5 watts sur le M2 et tu es autour de 10-15 watts. Je parle au repos sur le M2 Je parle Pro. de la consommation, hein, mais Voilà. l'alimentation, c'est plus du 150 watts et Alors après, 185 watts évidemment, la parce que puissance. tu Hein. tu Ouais. peux pousser entre 30-40 watts. Je crois que j'ai mesuré 50 watts même au max vraiment de la lime. Donc c'est normal aussi. Et puis tu as une grosse lime derrière pour alimenter Voilà. aussi les composants que tu vas venir brancher sur les ports. Donc à la fin, il faut un peu de marge quand même sur l'alimentation. Mais globalement, c'est vrai que c'est une machine qui est toute petite, qui consomme pas grand-chose. Donc tu vois, c'est bien, il y a l'alimentation qui est à l'intérieur. Effectivement, tu peux ouvrir pour changer des composants, on va dire, assez facilement. Ce que j'aurais fait comme sur ce Mac Mini, c'est que je lui aurais quand même mis des ports pour ajouter des SSD, des barrettes de SSD dedans. C'est pas Moi, c'est un grand-chose. gros manque quand même de ne Mm. pas avoir ça aujourd'hui. Et tu vois, là, le Mac Pro qui va sortir, j'espère qu'ils vont le faire quand même. On Mais croise les doigts. mais surtout, maintenant, ils font des toutes petites barrettes. Là, je sais pas si tu as vu chez Ouais. Microsoft dans les surfaces et tout, tu as des demi SSD qui sont tout petits. Tu pourras avoir une petite trappe où tu pourrais les mettre facilement. Mais Apple est vraiment bloqué sur cette histoire de SSD. Ça leur rapporte tellement d'argent de facturer les SSD en plus, là, Ouais. qu'ils refusent ça. Et ça pourrait être, tu vois, une valeur ajoutée du Mac Mini, justement, par rapport à l'iMac, vu qu'on peut plus mettre de la RAM, rien du tout, quoi. Il marge énormément, effectivement, sur le SSD, et sur la RAM. Donc, tu disais, le M2 Pro, par rapport au M2, consomme plus, chauffe plus, donc une plus grosse alimentation électrique et un système de refroidissement un peu plus costaud hein, sur le M2 Pro, Didier. Oui, ce qui fait qu'il est un tout petit peu plus lourd, d'ailleurs, c'est assez amusant. Tu vois, tu montes à 180 watts et puis tu as effectivement un ventilateur un petit peu plus gros, mais en fait, ça reste très raisonnable. C'est-à-dire qu'on est sur des consos presque de box Internet, tu vois. Ouais. Même, j'ai mesuré il n'y a pas longtemps mes Orbi là, de Wi-Fi 6E, je crois qu'elle consomme 20-25 watts en permanence. Ouais. Alors que le Mac Mini, il est entre 5 et 10 watts. Donc, Apple a vraiment réussi un tour de force et ça ne m'étonne pas quand Christophe nous dit dans les serveurs, mais quand tu as des PC qui vont consommer 100 watts à côté de 5 watts, ton économie d'énergie. 5 watts, ça c'est le repos pour le mini et un peu plus pour le. C'est ça pour le. Oui, tu es autour de 10 watts. Mais 10 watts, c'est même pas beaucoup. 5 watts, c'est comme une Apple TV, même pas, c'est ça? Apple TV, ouais, les nouvelles, elles sont entre 5 et 10 watts. Donc, mais la comparaison, elle serait plus avec des objets du quotidien, effectivement. Quand tu vois une télé, ça fait 100 watts, par exemple. Donc, du coup, la console électrique est rikiki, tant mieux. Donc, ça veut dire que le refroidissement, a priori, on sait que c'est, entre guillemets, un défaut pointé du doigt du Mac Studio qui avait tendance à ventiler. Qu'en est-il du M2 Pro sur le Mac Mini? Eh ben, écoute, il est relativement silencieux. Par contre, tu arrives quand même à le faire chauffer. C'est-à-dire que moi, j'ai mesuré même 50 degrés avec l'air chaud qui sort. Donc et d'ailleurs, c'était amusant parce que je l'avais mis au niveau de ma tête, tu sais, pour avoir accès au port, etc. C'est marrant, il y a un truc qui me souffle dessus, c'est une clim ou quoi? Je cherchais le truc, puis en fait, c'est le Mac Mini, je ne voyais pas devant moi. Tu dors avec le Mac Mini comme ça. C'est ça. Mais ça faisait un petit chauffage d'appoint, tu vois, c'était rigolo. Mais il fait pas de bruit. Vraiment, même quand il ventile, il fait pas de bruit. Alors, tu arrives à le faire tourner si tu mets un gros jeu et tout. Mais dans la plupart du temps, même je faisais du Xcode, je faisais plein de trucs avec, il fait aucun bruit. Mais par contre, il a ce petit flux d'air, effectivement. C'est pour ça qu'il faut pas le mettre, faut pas le mettre sur le bureau vers toi. Parce que sinon, tu peux sentir l'air quand même. On sent quand même qu'il y a un bon ventilo, quoi. Ouais, mais ça reste discret, hein, c'est ça. Exactement. Alors, gros plan sur la connectique que l'on devine sur ton bureau de ces nouvelles versions de M2 et M2 Pro. Des petites différences, notamment entre le M2 et le M2 Pro en termes de connectique, Laurent. Ouais, la connectique du Mac, donc du M2 Pro, est un poil plus riche. Hein. Donc 4 ports Thunderbolt, à 40 gigabits par seconde, 2 ports USB-A, ce qui est étonnant, et un port HDMI 2.1. On en a parlé dans l'émission de la semaine dernière. C'est-à-dire, ça gère la 4K jusqu'à 240
Hz avec un écran compatible. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'écrans compatibles, mais bon, ils sont passés, c'est la norme, hein, donc Ouais. ils ont joué le jeu. Concrètement, avant, il n'y avait que 2 ports, hein, il y a toujours que 2 ports sur le Mac Mini M2. Ouais. Donc du coup, tu peux gérer plus d'écrans sur Oui, le tu Mac peux Mini gérer 3 écrans, mais sur le M2 Pro? de la même manière que la semaine dernière sur le j'allais dire sur le Non, PowerBook, le ouais. MacBook Pro. Sur le MacBook Pro, en fait, c'est la puce M2 qui a cette capacité de gérer plusieurs écrans. En revanche, le Mac Mini M2 non Non Pro, hein, Mmh. lui, il peut gérer que 2 écrans externes et un sur le port Thunderbolt et un sur le HDMI. Ouais, et l'une des différences également, si on regarde les ports, c'est la prise Ethernet, comme on disait Ouais. autrefois, le port on reste en gigabit et non pas en 10 gigabits, même si c'est disponible. Oui, après, il te le en facture, option. Ouais, quand même 115 € le 10 gigas. Hein. c'est pas donné. Donc, et voilà. Mais Et bon. puis la carte SD, bien sûr, qui est une chose qu'on attendait beaucoup, qui est arrivée sur le Mac Studio, qui reste absent faute de nouveaux designs sur le Mac Mini. Voilà pour le tour de propriétaire qui annonce les performances à la hausse. Mais d'abord, avant de se plonger dans les benches avec Didier, place au busomètre. Le busomètre, ce sont les actus et rumeurs qui ont le plus buzzé sur le site Mac Forever. Et comme chaque semaine dans Refait le Mac, c'est notre ami Didier Policani qui s'y colle. C'est dur à dire. Didier, c'est à toi. Et oui, Olivier, alors on commence avec une info qui va tomber le soir où on enregistre l'émission, comme il y a un petit décalage avec la publication, puisque ça va être les résultats financiers d'Apple. Et cela, il promet d'être assez intéressant parce que, je ne sais pas si tu te rappelles, la fin 2022, Mhm. il y a en gros les iPhones et les iPads qui sont sortis. Les iPads étaient très chers, l'iPad 10, l'iPad Pro M2, on cherchait un petit peu les nouveautés. Les iPhones, il n'y avait pas beaucoup de nouveautés non plus, à part un peu sur le 14 Pro, et puis il y avait le 14 Plus là, qui n'avait pas l'air de fonctionner. En gros, tout le monde s'accorde à dire que ce ne sera pas un très bon trimestre. Donc, c'est amusant parce que quand les gens vont regarder l'émission, ils pourront aller voir sur Mac Forever, on va publier tous les résultats financiers. Donc, on verra si on sortira s'est les trompé ou extraits. pas. Très bien. Mais a priori, ça devrait être moyen. Je pense qu'ils vont quand même sauver la case parce que c'est Apple, ils vont te magouiller un petit truc. Mais je pense qu'effectivement, et l'année en cours, ils sont quand même assez pessimistes aussi. Enfin, beaucoup de startups là sont en train de startups de GAFA sont en train de licencier en masse. Donc effectivement, ça risque de peut-être être la première année très compliquée pour Apple, qui a quand même un trésor de guerre, rappelons-le. Ouais, très compliqué. J'aimerais bien avoir leur compte en banque. Mais c'est vrai que les années précédentes, les années de pandémie, pour tous les acteurs de la tech ont été exceptionnelles puisqu'on a surconsommé de produits tech de par le fait de notamment le télétravail à la maison. Et donc, on a acheté énormément d'ordinateurs, énormément de tablettes, énormément de smartphones, énormément de services. Et on retrouve une certaine normalité. Donc, il est normal que ça baisse. Et c'est un effondrement ou une baisse, ça dépend on verra chez Apple, qui est globale et qui est une tendance forte du marché. On reste dans l'univers de la tech et on parle du principal concurrent de l'iPhone. Oui, qui est Samsung. Et alors, c'est amusant parce que d'habitude, Samsung, tu sais, ils faisaient leur grosse keynote, Unpacked, machin, avec le nouveau Galaxy chaque année. Cette année, on a reçu un communiqué de presse et c'est tout. Ils sans imitent vraiment tambour ni Apple jusqu'au trompette. bout. Hein. Et ouais, mais en fait, je pense que c'est aussi le reflet du fait que le smartphone, je le vois sur Internet, ça intéresse plus tant les gens. C'est-à-dire Ouais. aujourd'hui, tu achètes un iPhone 11, 12, 13, 14, les gens s'en Pareil. fichent un peu. Il n'y a plus qu'une toute petite frange là qui cherche les dernières nouveautés. Et d'ailleurs, le Galaxy S23, tu vois, c'est une petite évolution du 22 qui était lui une évolution du 21. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir ce que fait Samsung par rapport à Apple. Tu vois, là, il a quand même un capteur de 200 mégapixels. Alors, Ah on oui. peut se marrer, mais ça apporte quand même un niveau de détail, du zoom. Enfin, ils arrivent à le faire bien maintenant avec des Il y belles a un photos vrai à zoom l'arrivée. périscopique. Hein. Voilà, donc on pourra avoir arrivé, tu vois, là on parle sur l'iPhone 15 Pro et encore peut-être le Pro Max, donc le temps gagné. que ça arrive un peu chez Monsieur Tout-le-Monde, il va falloir du temps. On a des écrans qui sont très grands, qui font entre 6 et 7 pouces, Ouais, donc c'est on des est bien tablettes. Hein, au-dessus c'est plus d'Apple. des, Ouais, mais des téléphones. quand tu vois les gens dans la rue, c'est vrai que l'iPhone fait presque petit, quoi, avec ses gros bords et tout. Ouais. Tu as la 8K aussi qu'on attend encore chez Apple, tu vois, Samsung, ça fait plusieurs années qu'ils l'ont. Bon, on va pas dire qu'Apple est en retard, si tu veux, parce qu'ils sont quand même dans la course. Mais c'est vrai que Samsung, ils sont plus sur leur téléphone pliant. Enfin, on sent que ce qui les intéresse maintenant, c'est plus tellement les smartphones classiques à l'ancienne. Et alors que Apple, c'est encore son cœur de métier finalement. Ouais. Et une rumeur qui est récurrente également cette année, en plus de l'iPhone 15, hein, c'est le fameux casque de réalité augmentée ou de réalité virtuelle, on ne sait pas encore. On ne sait plus sur quel s'avouer. Là, ce serait de retour, c'est ça, Didier? La rumeur revient? Et oui, et on a de plus en plus de détails en fait là-dessus. Tu vois, là cette semaine, il y a encore Mark Gurman qui a balancé pas mal d'infos, qui dit qu'on aurait un angle de vision de 120 degrés, il ressemblerait à un petit casque de ski aussi. Alors, le même Mark Gurman qui qui, il y aurait a une 15 espèce de- jours, disait que le projet était enterré. Hein. Mais en fait, c'est fabuleux ce truc. Mais de toute façon, c'est sûr que ça va sortir. Il y a Non, mais trop bien de- sûr, mais il y a bon, trop de gens c'est au fou courant que maintenant. voilà, si tu vois. Mais bon,
ça dépend un petit peu des sources, effectivement, mais Gourmand, ça fait un petit moment qu'il table là-dessus. Et c'est vrai que là, on commence à connaître tous les détails, Reality OS, etc. Tu commences à voir à quoi ça va ressembler. Le prix, on parle aussi de $3000, à peu près 3000 €. Donc, tu vois, t'imagines un peu qui va acheter ça. Et en fait, les grandes questions, elles sont pas techniques, elles sont plus sur le software, effectivement. Moi, je me demande vraiment, ils n'ont pas racheté de studio de jeux vidéo récemment, tu vois. Non. En entreprise, ils vont pas trop faire un HoloSense. Donc, c'est vraiment, cette année, ils vont sortir ça, mais ça va être vraiment, je pense que Tim Cook va jouer un petit peu sa place chez Apple avec ce truc, parce que c'est le premier produit, entre guillemets, vraiment nouveau qui nous présente depuis qu'il est là, en fait. On a beaucoup parlé de l'Apple Watch cette semaine. Oui, parce que, alors, après, c'est des rumeurs, tu sais jamais trop, mais Apple étudierait une Apple Watch Ultra tu vois, celle qui est à mon bras est déjà un peu grosse, et là, elle ferait 50 millimètres, donc ce serait quasiment 2 fois plus gros que ce qu'on a, donc une très très grosse Apple Watch. Le premier iPhone, quoi, Et quasiment. oui, mais je pense que ça plairait à pas mal de gens. Parce Ouais. qu'effectivement, ça, presque, tu pourrais te dire, tiens, si j'ai mon iPhone complètement au poignet, pourquoi Ouais. pas après D'accord, pourquoi pas. Pourquoi pas On revient au Mac, après l'iPhone, l'Apple Watch, le Mac. Alors oui, puisque donc on reparle. Alors là, tu vas être très content parce que effectivement, il y a une rumeur qui évoque. Alors Non. en fait, on sait pas trop parce qu'Apple Non. pourrait faire des écrans pliables. Donc on parle d'un iPad pliable. Puis finalement, petit à petit, c'est devenu un Mac tactile. Alors les gens nous disent il y aura pas d'iPad pliable, il y aura un Mac tactile, mais pas avant 2025. Tu vois qu'on a le temps encore d'y On penser. d'y réfléchir. Mais moi, quand tu vois les interfaces de macOS, moi j'y crois quand même assez. Mais effectivement, il faut qu'ils trouvent l'intérêt de faire ça, puisqu'ils nous ont tellement dit qu'ils le feraient pas Que qu'il ça faut va dans le vraiment un sens de truc l'histoire. super. Voilà. Et nous, on s'est amusé en interne avec Laurent et tout à faire des faux communiqués de presse pour annoncer le Mac tactile. Et je pense que les équipes de communication d'Apple sont déjà sur le coup. Ouais, ils ont déjà trouvé l'argumentaire. Merci beaucoup, Didier. Retour sur les performances et les benches du Mac Mini M2 Mini, mais vous allez voir, Maxi Perf. On le disait dans le sommaire, Didier, le Mini s'est vraiment transformé par la greffe de la puce M2. Ça n'est plus du tout une machine bridée aujourd'hui. Tu nous as fait une myriade de tests. On commence avec le classique Geekbench. Le Geekbench, celui qui additionne des pommes et des poires et puis qui te fait un score à la fin. Mais bon, c'est relativement juste, entre guillemets. Et effectivement, là, tu peux voir que entre le M1 et le M2, c'est pas la folie. Mais par Ouais. contre, entre un M2 et un Pro, là, avec 12 cœurs, Ça là, commence tu à as se détacher, pas un ouais. doublement des performances, mais quasiment. Et c'est vrai que ça creuse l'écart. Ça en fait une machine en fait qui a d'autres perspectives. Tu te dis, tiens, je peux aller faire vraiment de l'audio un peu costaud, je peux aller faire du montage vidéo avec. Et c'est surtout ça qu'il faut regarder. Et c'est vrai que quand tu regardes même tu vois, les MacBook Pro 14 Pro de l'an dernier, tu vois qu'ils commencent à être un petit peu à la traîne là. Donc c'est bien qu'ils aient mis ça dans le mini parce que ça apporte un vrai souffle, même si on est encore loin, par exemple, d'un Mac Studio. Tu vois, bon, ça c'est le Ultra que je t'ai mis, mais le Pro il est un petit peu en dessous quand même. Ouais. Mais c'est vrai qu'on finalement le mini qui était très loin du Mac Studio, maintenant ça crée. Il est une loin espèce d'être de décalage. ridicule, hein. Et ben exactement. Il est loin d'être ridicule. Donc du coup, c'est vrai que monocœur, multicœur, Geekbench, ça compte des poires et des pommes. Donc tu aimes bien Cinebench, toi, pour plutôt refléter la puissance brute du processeur. Oui, parce que Cinebench, il fait vraiment des vrais calculs de rendu 3D. Donc, c'est un calcul spécifique, mais il le fait, puis il le fait en continu, et puis il le fait longtemps. Donc, mais là, on va dire qu'on a à peu près quand même le même genre de résultats, hein. Même si tu vois un petit peu plus d'écart, par exemple, entre le 10 et le 12 cœurs, qu'on avait un petit peu moins dans Cinebench. C'est vrai qu'en fait, c'est les cœurs, la façon, on va le voir après avec Logic, mais le fait d'avoir ajouté des cœurs économes, il y a des applis pour lesquelles ça va très bien parce qu'ils ont juste besoin de plein de cœurs, pas forcément de rapidité. Et puis, tu as des applis comme Cinebench, comme Logic, qui ont besoin de cœurs un peu costauds. Et du coup, eux, d'avoir ajouté ces 2 cœurs économes, finalement, c'est pas forcément très intéressant. Et d'ailleurs, tu vois que si tu as un M1 avec 10 cœurs et que tu le compares au M2 avec 10 cœurs, tu t'aperçois finalement que le M1, il n'est pas ridicule du tout et il est même souvent devant le M2 puisque lui, il a 2 cœurs performants finalement supplémentaires et 2 cœurs économes en moins. Ouais. Donc, si tu hésites et que tu as besoin vraiment de puissance CPU mais que tu n'as pas un gros budget, vaut mieux prendre un M1 à 10 cœurs qu'un M2 à 10 cœurs. Et puis, si tu as le budget, tu prends ton M2 à 10 cœurs, à 12 cœurs, évidemment. Alors, tu parlais de Logic, hein, c'est aussi une application que tu aimes beaucoup, hein, l'application des créateurs de musique, notamment, hein, des musiciens, pour illustrer la puissance également CPU. C'est assez utile en multipliant le nombre de pistes, hein, c'est ça, Didier? Oui, alors nous, on a créé un test avec plein de pistes, avec plein d'effets dessus, donc très très gourmand, et même les M1 et les M2 s'en sortent bien. Mais tu vois, par exemple, la différence entre le M1 et le M2,
c'est 6 pistes, c'est pas beaucoup. Non, Donc aujourd'hui, tu te dis surprenant, pas: hein. «Tiens, je vais passer au M2, je vais gagner vraiment». Non. Par contre, effectivement, le M2 Pro, lui, du fait qu'il ait quand même beaucoup de cœurs, qu'il ait, effectivement des cœurs un peu plus costauds, là, tout de suite, tu augmentes les perfs de façon vraiment drastique. C'était assez impressionnant, hein, la Ouais, différence entre les 2 c'est vraiment et impressionnant, effectivement. Et puis et tu dis la effectivement concurrence, regarde, c'est impressionnant, hein, là, par contre. ah oui, oui, c'est quand même, assez fou et même, tu vois, moi, j'ai un MacBook Pro 16 pouces, la M1 Max, bah, finalement, tu vois que le Mac mini, commence à lui passer devant donc tu te dis, en fait, le ils ont bien joué leur coup parce qu'en faisant un petit upgrade comme ça, mais en mettant cette histoire de M2 Pro sur le Mac mini, ça change totalement le paradigme de la machine et là, dans les studios d'enregistrement, gérer 60 pistes, c'est déjà pas mal, hein, tous ceux qui font de Ouais. l'audio, mais là, tu peux vraiment te dire, je vais faire Billie Eilish, là, je vais faire un CD comme elle a fait, avec juste un petit Mac mini, ça devient possible parce que Logic, ça fait partie de ces rares applications qui utilisent encore que le CPU, en fait C'est vrai, pas le GPU, et mais on va en parler dans un mmh, instant, le GPU. Concrètement, si on est musicien et qu'on veut une machine à super rapport qualité-prix, on l'a vu, hein, le M2 Pro, c'est la machine taillée pour vous. Elle est presque 2 fois plus rapide que le M2 et on voit l'écart avec le M1, hein, donc ne prenez pas un iMac, c'est pas du tout taillé pour vous. Tu parlais de CPU et de GPU. Moi, j'aime beaucoup justement parce que c'est très important aujourd'hui et ça illustre beaucoup plus la puissance d'une machine, le GPU aujourd'hui, notamment pour la vidéo. On en a besoin beaucoup dans ce studio et pour On fait le Mac et nos activités hors On fait le Mac. Tu as testé d'abord les puissances vidéo avec Luxmark, je crois. oui, qui utilise l'OpenCL qui est entre guillemets «une vieille librairie», mais finalement les gens l'utilisent encore pas mal, même si elle est Ouais. un peu dépréciée. Donc c'était assez intéressant. Luxmark, moi j'aime bien et effectivement, on retrouve un petit peu, hein, ce qu'on avait vu, mais ça permet vraiment de tester uniquement le GPU, donc il va pas tester le CPU, donc que la partie, graphique et là, tu vois l'écart entre un M2 et un M2 Pro, c'est juste 2 fois plus rapide et si tu avais un Mac mini M1 avant, tu vois, qui était pas si mal, tu te dis: «Là, je passe de, 7 000 à 20 000, hein, dans le score ici». Mmh. Donc c'est vrai que c'est assez monstrueux. Alors après, si tu as acheté, un M1 Max, que tu as cassé ta tirelire comme moi, l'année dernière, Oui, bon, ça bon, va, tu ça peux être va. rassuré, tu vois? Tu as encore des bonnes perfs là, Oui, là, il on y a voit que bah, là, le nombre de puces GPU, le nombre de cœurs GPU fait la différence, hein, c'est ça, en fait. voilà, j'avais pas reçu encore, hein, les MacBook Pro avec ce graphique, c'est pour ça qu'ils sont pas dessus, mais ils sont encore un peu plus hauts. Mais enfin les derniers là, les M2. Mais là, tu vois quand même qu'on a un bon gain, graphique et même, pour ceux qui font du développement mobile, qui développent des petits jeux vidéo, de l'architecture, c'est avec des rendus 3D temps réel, le Mac mini peut devenir effectivement un outil intéressant à la place d'un Mac Studio ou d'un MacBook Pro, par exemple. Alors, quid du mode, toujours pour le GPU, on sait que c'est très important pour les jeux vidéo. Moi, la semaine dernière, lorsque les gens d'Apple nous ont organisé ce qu'ils appellent un product briefing, donc le fait de se voir faire une démo et expliquer tous les avantages formidables des machines d'Apple, ils ont beaucoup insisté. L'une des premières démos qu'ils nous ont fait, c'est en matière de jeux vidéo. Ils nous présentaient un jeu AAA qui va arriver dans macOS prochainement. Et Apple semble encore timidement, mais y croire encore de pouvoir venir et proposer des solutions pour jouer. Et ils ont fait une démo avec le Mac Mini M2 et M2 Pro. Alors ça donne quoi en matière de jeux vidéo? Eh ben, écoute, c'est plutôt pas mal. Alors évidemment, après toute proportion gardée, le Bien le sûr. problème en fait aujourd'hui, et comme tu le disais, c'est des jeux vidéo sur Mac et natifs Apple Silicon 64 bits et tout, il y en a presque pas. Ouais, Donc, on se retrouve à tester, tu vois? Là, on a testé Shadow of the Tomb Raider, par exemple, qui est quand même un jeu, je sais pas, il doit avoir, 6 ans, quelque chose ouais, comme ça et il est une pas natif. décade. Voilà, donc tu peux te dire, bon, les appels vers le GPU, ils sont natifs parce que ça appelle des libs et tout, tu te dis: «Pourquoi pas?» mais la partie CPU, elle est pas native. Donc c'est quand même assez incroyable, même si le jeu tourne très bien et cetera. Mais du coup, on a un peu des résultats par rapport au PC qui font un peu peur. Par contre, ça nous permet quand même de comparer, nos machines, tu vois? Donc là, par exemple, le Mac mini M1, tu pouvais quasiment pas jouer dessus sur un jeu de 5-6 ans. Mmh. Là, maintenant, tu as 60-70 FPS donc Large. et voilà, large, mais enfin, on est en 1080 médium, hein, tu vois? C'est pour Ouais, te donner un ordre d'idée. Il y c'est a pas quand du même des 4K. jeux maintenant un peu plus optimisés qui arrivent. Bah, World of Warcraft, voilà, il y a pas d'outil de bench dessus, Mmh. mais tu arrives vraiment à y jouer en 4K et tout avec un Mac mini M2, M2 Pro idéalement parce qu'effectivement ça c'est quand même beaucoup plus à l'aise. Là, tu le vois, dans les benches, le M2 Pro, il creuse vraiment l'écart avec les 2. Après, c'est sûr qu'il faut mettre ça en perspective. On est quand même très loin des GPU dédiés qu'on a encore sur PC, des Bien grosses sûr. cartes graphiques. Donc c'est sûr que c'est plus pour du GPU et à la base, c'est quand même des machines qui sont aussi faites pour, enfin qui sont taillées pour la vidéo, pour la photo. Donc voilà, toutes ces applications utilisent effectivement, on va en parler juste après, la puce graphique. Jouer sur Mac, c'est devenu une espèce même les plus affirmés le font plus, tu vois? Mmh. Tu aimes bien également GFX Bench pour, sous métal cette fois-ci, hein, pour illustrer la puissance du GPU et là, on a une vraie surprise, hein.
Oui, et lui, tu as vu, il est bien mis à jour régulièrement, Ouais. donc c'est assez intéressant. Effectivement, les benches sont aussi très intéressants là-dessus. Et là, tu vois que ton M2 Pro à 19 cœurs, faut suivre parce que les nomenclatures d'Apple sont quand même compliquées. Donc ton M2 Pro à 19 cœurs est plus rapide que ton M1 Max 24 cœurs, Là, sachant ça que le fait M1 mal, hein, Max pour le 24 portefeuille, hein. cœurs, c'était l'entrée de gamme du haut de gamme en fait. Tu peux C'était quand même jeter ton assez Mac, cher. Laurent. Achète un Et il petit se M2 rapproche du Pro 32 cœurs même, tu à vois. 1500 euros. On le voit là, on est à 70 000 points et tu vois, tu te rapproches enfin, tu es au-dessus de l'avant-dernière ligne tout en bas et tu viens taquiner effectivement le MacBook Pro M1 Max, sachant que les MacBook Pro, donc moi, là, il y aura sûrement le test qui sera disponible, ils sont encore plus loin, tu vois, la puce M2 Pro, M2 Max est encore plus loin, donc elle est encore plus performante. Mais c'est vrai que sur la partie graphique, c'est là où on a le plus de progrès par rapport au CPU, comme on a vu tout à l'heure. Moi, ce que j'attendais le plus, c'était les tests sous Final Cut Pro 10, les exports notamment en H264, en ProRes. On sait qu'il y a euh, une optimisation ProRes avec notamment dans la puce des composants, des cœurs qui permettent de le faire. Qu'est-ce que ça donne? Et également, ça décoiffe. Alors, ça décoiffe bien parce qu'en fait, avec le M2, ils t'ont mis en gros une sorte de Media Engine un peu intégrée à la puce. Donc, effectivement, entre le M1 et le M2, tu vois que tu as une énorme différence. Plus ici, là, sur le ProRes que sur le H264, Oui, mais tu normal. as quand même des progrès intéressants, donc c'est quand même pas mal. Et puis, il faut pas oublier que même sur le M1 ou sur le M2, entre le Pro et le Max, tu as un ou deux Media Engine. Donc, c'est pour ça que nos M1 Max restent vraiment meilleurs que les Pros. En fait, si tu fais de la vidéo, il vaut mieux un M1 Max qu'un M2 Pro dans tous les cas pour ces histoires de transcodage. Donc, c'est pas parce que tu auras une puce graphique meilleure que ce C'est sera vrai. meilleur. Ce sera peut-être un peu meilleur, on va le voir après, peut-être dans les effets, mais pour juste du transcodage, c'est vrai que le Max, il déchire en fait. Oh non, en fait, on passe après à Resolve parce que c'est de plus en plus un logiciel qui est un logiciel de colorimétrie, de plus en plus populaire chez les monteurs. D'abord parce qu'il n'est pas cher et qu'il est assez simple d'emploi. Et là, encore une fois, il y a de la surprise avec Resolve, Oui, alors Resolve, le d'habitude, c'était mon Blackmagic, maître hein. absolu parce qu'il était ultra optimisé, il était bien échelonné et tout. Et là, il m'a sorti des résultats super bizarres. En fait, les M2 sont extrêmement puissants avec Resolve. C'est-à-dire que là, encore plus avec les MacBook Pro, tu vas voir après dans ma prochaine vidéo. Mais là, par exemple, tu as, quand même un M2 Pro, tu vois, 10 cœurs CPU, 16 cœurs GPU, qui est aussi rapide que le M1 Max 10 cœurs, 32 cœurs. Et alors, j'ai refait les tests plein de fois et tout, parce que Ouais, des je te fois, ils fais font évoluer confiance. le logiciel, etc. Et là, mon MacBook Pro, là, tu vois, le bon vieux, et ben, effectivement, il se fait dépasser par le M2. Je pense quand même que, voilà, peut-être chez Resolve, il y a peut-être des trucs à corriger et tout. Mais en tout cas, la nouvelle, et ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est que si tu bosses sur Resolve, le M2, ça va vraiment super vite. Là, j'ai fait des encodages, j'étais Ouais. à 350 images secondes sur, tu vois, tu mettais du flou, tout un tas de petits effets dessus. C'est juste hallucinant. Et même quand je discute avec des gens sur PC, des fois, ils ne me croient pas quand je parle de ces temps de calcul, tellement c'est optimisé en fait. Je crois qu'en J'imagine aussi vidéo, compact les dessus. gens réalisent pas le boulot qu'ils ont fait. Ouais, non, mais c'est Sans avoir une incroyable. tour avec 3 cartes graphiques, là, c'est assez remarquable. Et on voit le travail qui est mené par. Il faut aller utiliser une application non Apple pour peut-être avoir les performances les plus remarquables sur le M2. C'est assez étonnant. Le Mac Mini M2 Pro se destine de plus en plus, notamment pour la vidéo, si vous aimez Resolve. On va faire parler un petit peu, et peut-être une réaction de Fred à tous ces tests. Toi, tu avais mis les mains dans le cambouis, plutôt dans le microscope électronique pour regarder un petit peu les secrets, l'ajout de puces. Tu nous as sorti l'architecture. Est-ce que ça te surprend les données brutes que nous a données à l'instant Didier Fred, brièvement? Euh, Moi, ça me surprend. Alors, il y a des choses qui me surprennent pas, comme le Neural Engine qui a été remis à niveau, les cœurs CPU, on savait que ça allait être plus rapide, etc. Ce qui me surprend, euh, c'est la partie 3D. Je discutais avec Vadim de la chaîne MaxTech, mais tout ce qui est Blender, il y a une augmentation des calculs 3D, mais qui est carrément du niveau du Neural Engine, c'est-à-dire on dépasse les 40%. Mon pote américain m'a montré des trucs, c'était carrément du 50% sur Mm. des scènes assez complexes, et on ne sait pas trop d'où ça vient, mais sûrement, comme je disais la semaine dernière, la répartition de charges, donc la partie centrale du GPU est vraiment a grossi. Il y avait des histoires de cache aussi qui étaient très limites, c'est-à-dire qu'on envoyait pas mal de données pour les GPU, notamment sur le Max, et en fait, on se
se rendait compte que tous les cœurs n'étaient pas à fond parce qu'il avait du mal à répartir la charge. Et on se retrouvait dans les tests avec des GPU sur le Max qui étaient franchement pas très utilisés. Et même sur l'Ultra aussi, c'était pas forcément très bien réparti. Le fait d'avoir refait ça, je pense que ça a vraiment optimisé des outils comme Blender qui sont déjà un petit peu optimisés, pas autant que Resolve, parce que Resolve, la boîte qui fait ça, connaît aussi bien les API d'Apple que les développeurs d'Apple, je pense. Mais quand même, on a vraiment, pour les gens qui font la 3D, avec notamment le Mac Mini M2 Pro, ils peuvent vraiment s'éclater parce que au niveau CPU, GPU, c'est très très bien fait. Donc ça c'est quand même une bonne surprise. Je trouve que c'est quand même un bon cru cette année. C'est quand même un bon cru. Le fait de ne pas passer en 3 nano est pas trop décevant, je trouve. Ouais, on ne s'attendait pas à un tel gap de performance en plus, Ouais. Laurent ou Christophe. Le M2 creuse l'écart. Bon, toi, c'est la raison pour laquelle tu as pris la machine full patate l'année dernière pour être tranquille sur plusieurs années. Mais si tu avais pris l'entrée de gamme, euh, le discours Non, était différent. mais de toute façon, chaque génération a tendance à effacer la précédente, hein, je veux dire. Mm. Alors, le balayage, il n'est pas aussi violent. C'est-à-dire, une machine, elle devient pas. Tu vois, c'est pas Mais l'entrée ça de gamme. progresse plus qu'on s'y attendait, quoi. On se Ouais, disait, bon, là, cette année, alors, ça va être. Voilà. alors je vais être sincère, je trouve ça très étonnant de la part d'Apple. Ouais. Parce qu'ils ont déjà tellement d'avance sur la concurrence qu'ils auraient très bien pu, tu vois, temporiser, histoire de faire une évolution incrémentale. Après, et c'est ce que raconte Fred beaucoup plus intelligemment que moi, c'est le fait que que tu conçoives une nouvelle puce. Finalement, ils ont atteint un niveau de qualité où ils gagnent tellement dans la conception par rapport à la concurrence que ces évolutions incrémentales, c'est un bond de X%. Ils ne cherchent pas juste à être au-dessus du lot, ils écrasent la concurrence. C'est mon point de vue. En tout cas, oui. Non, vas-y. Non, en tout cas, ça semble prometteur hein, parce qu'effectivement, la finesse de gravure à 3 nanomètres n'est pas arrivée. Je ne sais pas si ça t'inspire, Christophe. Et c'est assez prometteur pour le futur M3 qui devrait arriver l'année prochaine, logiquement. Oui, on l'espère en tout cas qu'effectivement il va y avoir une continuité et qu'effectivement ça va s'améliorer au fur et à mesure. J'ai plusieurs choses à dire Oui, sur le sujet, entre autres, juste pour ne pas se faire tuer dans les commentaires, on n'a pas dit qu'OpenCL était une vieille librairie hein, graphique. C'est une librairie qui est encore très fort utilisée du côté Linux en fait. Aujourd'hui du côté Apple, c'est Metal voilà. qui l'a remplacée. Mais ça n'en fait pas une librairie obsolète. Donc ça, Elle est ne nous âgée, faites mais pas pas dire ce qu'on obsolète. a Non, dit. mais par contre, sur Mac, elle est dépréciée. C'est-à-dire que Apple Voilà, te dit, exactement. elle est Tout à utilisable, fait. mais on peut la couper du jour au Exactement. lendemain. Voilà. Je tenais juste à préciser pour qu'on ne se fasse pas gratter dans les commentaires. La seconde chose, c'est que si on prend, on se rend compte en fait que Apple va vraiment chercher des améliorations dans de la niche, c'est-à-dire dans la partie learning en fait avec les réseaux de neurones. Hein. On voit qu'il y a une partie du processeur qui est dédiée à ça, qui augmente en termes de performance. Mm. Une partie qui va s'occuper en fait de la partie média, etc. Mais par contre, si on prend la partie calcul traditionnel, si on prend un M2 avec 12 cœurs, qu'on prend le score, qu'on le divise par 12, qu'on le multiplie par 10, on obtient effectivement quasiment le même score en fait qu'un M1 10 cœurs. Donc on voit qu'en termes de puissance de calcul standard, on n'améliore pas le processeur, mais on l'améliore au niveau de certains usages bien spécifiques. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et dernière chose que je voulais dire par rapport à tout ce qui est essai en fait, du Mac Mini, il y a une chose qu'il faut aussi préciser, c'est que il y a une option qui nous permet de sélectionner un peu plus d'espace de stockage. Et en fonction de la taille de l'espace de stockage qu'on va prendre, les benches renvoient des performances différentes. Donc, c'est important de se dire en fait que par exemple sur du 1 Tera, on aura des performances plus importantes que sur l'entrée de gamme. Donc, Bien c'est des sûr. choses en fait qu'il faut bien garder en tête. Bien sûr. Surtout qu'il y a quelques spécificités, on va en parler dans un instant, notamment au niveau des SSD. Regardez, pas mal de questions pour toi, Fred. La première, je crois que tu as répondu, elle est de Rémi Vérin. Que vaut le Neural Engine par rapport à un équivalent de NVIDIA? Brièvement, mais vraiment très brièvement, parce qu'on prend du retard, Fred.
Ah, mais il n'y a pas d'équivalent en fait. C'est tout simplement sous Windows. Je crois qu'il y a la Surface Pro X qui marche avec du Qualcomm, qui bénéficie du projet Volterra. Ils appellent ça. Il y a aussi Windows ML. Mm. Nous, on a Core ML sur Mac. Mais en fait, ils n'utilisent pas de Neural Engine dans le CPU. Ça n'existe pas, à part la partie Qualcomm qui est anecdotique. Donc en fait, ils se retrouvent à faire du Neural Engine sur des cartes graphiques. Externe. Et donc ça rame. Enfin, ça rame par watt, c'est-à-dire que ça consomme soit beaucoup d'énergie, et Windows, Microsoft est au tout début, ils commencent à peine, c'est un projet, ça s'appelle Volterra, ils sont au tout début, ils sont en train de construire les briques, ils sont très bons, donc ils vont y arriver, mais là encore, Apple a Mm. une avance grâce au mobile, d'ailleurs, parce qu'ils faisaient ça sur les iPhones, et comme il n'y a pas de Qualcomm, comme il n'y a pas d'ARM sur Windows, et ben, Microsoft et tous ceux qui ont du PC, ben, en fait, tous ces effets-là, ils sont faits par les cartes graphiques, donc ça bouffe. Une carte graphique, elle n'est pas très bonne pour le Neural Engine. Elle sait le faire, bien sûr, mais ça consomme 10 fois plus, en gros. Ouais, c'est le Donc problème. là, une grosse avance chez Apple. Bravo. Autre question, on regarde Cyril. Enfin, vous parlez de la partie GPU, pas assez puissante sur un M1. Point d'interrogation, car entre un M1 et un M2, c'est 20% de perf en plus en moyenne, effectivement, sur le CPU. Il me semble, venez dire aujourd'hui que le M1 est devenu un proco pour des tâches basiques me paraît très exagéré, Fred. Ouais, j'ai pas très bien compris ce que ça voulait dire. En gros, que le M1 est devenu vraiment presque obsolète aujourd'hui. Oh non, 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 parce que pour la plupart des gens, le M1, je vois ma femme, elle en utilise, c'est quand même hyper rapide, c'est vachement bien, c'est un ensemble, hein. Le MacBook Air, moi je le conseille, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais le MacBook Air M1 que vous pouvez trouver à moins de 1 000 €, qui est super actif, qui a un la M1, ça bureautique, un consomme peu de pas. vidéo, c'est Oh pas ouais, suffisant. vous faites de la vidéo 4K quand même, sur Hyper un M1. portable. Hyper. C'est agréable à porter, Puis il est léger. Ouais, ouais. l'autonomie, Ouais. j'ai Moi, remarqué. j'ai mon ami Cyril qui nous regarde toutes les semaines. Lui, il a pris ça. Il te dit, mais j'adore cette machine. Hmm. J'adore cette machine. Il dit, c'est c'est la meilleure chose que j'ai faite, c'est Il n'y de a pas changer de prendre besoin cette d'un machine. M2 Pro ou un Non. M1 Pro Max. Un mot sur le SSD, Didier. On en parlait la semaine dernière déjà avec l'équipe sur l'émission consacrée au MacBook Pro, au M2 Pro. Apple a pris la mauvaise habitude depuis la rentrée de brider les entrées de gamme, hein. Oui, et même pas que l'entrée de gamme, on s'est aperçu en fait. Donc, si tu as un disque de 256 Go ou de 512 Go, ils seront plus lents et jusqu'à la moitié plus lents en fait que la version d'avant, que la version M1. Donc, bon, on peut excuser le truc en disant, OK, ils ont peut-être du mal à récupérer les composants, parce que sur PC aussi, ils ont du mal, hein, et donc les puces sont quand même pas très rapides, mais on était habitué à avoir des puces rapides. Il y a même une époque, je sais pas si tu t'en souviens, ils le mettaient sur le site, ils mettaient les débits sur le site. Maintenant, ils te mettent très rapide. Voilà. Ouais. Et quand tu leur poses la question en Débrouillez-vous. conférence de presse, etc., c'est suffisamment rapide pour les gens. Voilà. Ouais, ils le Et- disent pas, en fait. C'est ça qui est choquant. Non, mais Voilà. Tesla fait un peu ça. Ils disent oui, mon 0 à 100 il est en tant de secondes, mais ils disent pas la puissance du moteur. Ou ils disent la batterie elle a tant d'autonomie, mais t'as pas la capacité. Et en fait, Apple c'est devenu un peu ça, comme ça ils Tesla. peuvent bidouiller. Tu t'es Mais ridicule, par contre, Tesla, je ne Oh, crois non, non, pas. attends. Est-ce que, pour attention, l'utilisateur, Eh ouais. je pense que ils ont raison. en fait, ils n'ont pas l'info, quoi. Donc, ils n'ont pas besoin de l'info. Apple te dit c'est suffisant pour ce que tu fais. Mais par contre, c'est vrai qu'ils te mettent jamais l'info nulle part. Du Mais- coup, tu. Mais on disait la même Laurent. chose d'Apple sur les 10 dernières années, sur le fait qu'on calcule. Sur les iPhones, il n'y avait pas la taille de la RAM. Bah, on s'en fout de la taille de la Non, RAM. non, c'est différent. C'est différent. La table de RAM, elle est la même. Ça quasiment. dépend des ordi, parce que par Voilà, exemple, pour les là, Mac tu as ta machine Pro, qui est en matière de copie de fichiers qui est 2 fois plus lent. Je sais, Donc, je sais. Ce c'est- que je te dis, Ça, c'est un bridage volontaire, hein. je sais. La RAM, si elle est moins importante sur la. Non, c'est pas du tout la même chose. S'ils mettent moins de RAM, c'est qu'ils optimisent mieux la mémoire que ses concurrents. Là, ils brident volontairement le Mac Mini et le M2, entrée de gamme, il est bridé. Non, c'est pas qu'il bride, c'est que le fait d'avoir une puce, on en a parlé, hein. C'est l'effet qui fait qu'il Bah oui. est bridé. Ah oui. C'est pas. Après, c'est pas dramatique si on a des besoins bureautiques classiques, hein. Là, encore une fois, lors du product briefing, Apple nous a fait. J'étais très surpris. La première chose ils ont fait, les jeux vidéo, Word, Excel. J'ai l'impression de revenir 25 ans en arrière. Ouais, Word Mais- Excel marche mal. Mais bon, et surtout, ils montraient comment c'était beaucoup plus fluide. Donc voilà, effectivement, on n'a pas besoin de puce M2. Et c'était en gros en creux ce que m'a raconté le responsable d'Apple. Parlons un mot de la puissance pure de ce Mac Mini, pour conclure, hein, sur les benches de ce Mac Mini M2 Pro. Toi, Fred, tu t'es amusé à le comparer, ce Mac Mini M2 Pro, au Mac Pro Intel.
Oui, en fait, c'est pas moi, hein, c'est Oui, Greg, tant c'est pour Greg, moi. un Américain, voilà, qui a fait ça. C'est pour ça que j'ai repris son slide, hein, j'ai repris ça sur sa chaîne. Ouais, ouais, il s'est intéressé à ça parce il se disait qu'en fait, avec son Mac Mini, il faisait déjà beaucoup de choses. Et là, je vous ai mis effectivement le Mac Pro d'Intel pour vous montrer en quelques années, par rapport avec la puissance en plus, en quelques années, d'où on part et où est-ce qu'on est actuellement. Donc, on frôle les 2000 au niveau CPU. Vous voyez, en bleu, on frôle les 2000 actuellement avec la puce M2. Et donc en monocœur, et on était donc à pratiquement 2 fois moins avec l'entrée de gamme Mac Pro Intel, et on a dépassé pareil en multicœur avec, comme disait Didier, 150 watts, hein, avec tous les ports, etc. C'était 150 watts. On a dépassé, on est à 8790 contre 8000. Donc, et c'est une machine qui valait, qui est d'ailleurs encore à 6499 euros, Ouais, vous voyez, pour le Mac Pro 10 fois plus cher. Intel. Et Ouais, ouais, donc ça, vous voyez, on est des enfants gâtés quand même, hein, mais je veux dire, avec une petite machine comme ça, la c'est étonnant. C'est puissance une qu'on vraie a, bonne surprise, hein, et ouais, cette c'est machine. phénoménal, Mmh. phénoménal. Tout ce travail, c'est Est-ce bravo. qu'on a des petites réactions, Ouais, Laurent? alors deux choses. Donc d'abord, un grand merci, à Pascal M et Manon qui nous ont fait, un petit don, sur le chat. Mazette, Un merci immense infiniment. merci à Manon d'avoir rejoint le club. Dans la foulée, elle nous a donné quelque chose, puis elle a rejoint le club et elle fait quelques commentaires que je trouve intéressants. Elle dit, «J'ai un MacBook Pro 2020 et c'est beaucoup moins puissant que les M2, mais il faut pas perdre de vue que finalement une machine, il faut raisonner sur la durée. Tu as pas besoin de changer de machine tous les ans. Tu as ta machine, tu vas la f surtout tu vois, tu vas la faire vivre», donc elle dit, hein: «Il faut pas avoir peur d'avoir une nostalgie de la machine qu'on a et d'essayer d'en tirer le max». Elle a raison sur la durée. Non, mais Hem, c'était pour se moquer de non, mais toi, non, mais c'est te intéressant. dire que tu allais jeter à la poubelle cette magnifique machine qui a encore de belles années devant elle. Moi, je vais pas la jeter, j'ai dit que j'allais la garder, Très bien. la précédente, je l'ai gardée 6 ans. Ouais, je Donc, tu sais. vois, je suis pas, Encore 5 ans, hein? encore 5 ans. Encore 5, encore, 4 ans et demi, ouais. Ouais. Et elle dit un truc intéressant, tu vois, le fait d'avoir quitté le monde PC, c'est-à-dire le monde Intel, finalement, Apple se remet en marge et peut gérer la vitesse de sortie qu'elle veut. Avant, il y avait toujours cette espèce de compétition, Oui, le PC avance, le Mac doit avancer, le c'était PC avance, Intel le Mac qui avance. fixait Là, finalement, le rythme. c'est eux qui redonnent le rythme. D'abord parce qu'ils Mmh. sont en avance, Mmh. donc finalement, c'est eux qui donnent le rythme parce que chaque fois C'est ils vrai, avancent, et je trouve bien que c'est une vu. remarque qui est hyper pertinente. Bon, elle rajoute un petit commentaire: «Ils abusent sur les SSD, c'est mesquin», voilà. Ouais, on est d'accord. Allez, on termine justement notre revue des performances avec l'avancée la plus attendue Et de mon côté. elle te dit: «Non, je ne me moque pas de Laurent». Mais si, moquez-vous de Laurent. Tiche tabet, tiche tabet. Non, mais vous savez qu'il y a une rivalité entre Ajacciens et Bastia, c'est terrible. Non, non, Termine entre Ajacciens et le reste du monde. en fait, C'est c'est fait à plutôt la part. jalousie des Bastiais envers la magnificence des Ajacciens, pour reprendre les termes chers à notre ami Christophe Degrave. Terminons notre revue avec des performances, avec l'avancée, mon côté, la plus attendue sur ce Mac. C'est l'arrivée du Wi-Fi 6E. On avait déjà vu la semaine dernière sur le MacBook Pro, on avait reçu Lionel Paris de Netgear qui nous avait expliqué un petit peu les avancées. Il y a encore des soucis, déjà des soucis la semaine dernière, encore des soucis cette semaine. Tu le confirmes, Didier, sur le Mac Mini, des soucis avec l'Office Oui, 6E? alors on peut être gentil en disant qu'il y a sûrement un petit bug dans leur pilote, Ah ou bah alors oui, on peut dire la un petit vérité en bug, hein. disant que ça marche pas du tout. C'est un trou dans la Mais ça marche raquette. vraiment pas. Et c'est même fou parce que nous, on a quand même des bornes là, super chères et tout qui marchaient très bien avec des PC, des Android et tout. Et là, impossible d'accrocher le réseau 6 GHz. Je devais rebooter. Tu sais, quand il reboot, il se remettait sur le 6 GHz, je sais pas pourquoi. Et pour faire mes tests, j'ai rebooté 10 fois. Une fois qu'il te l'accroche, tu arrives à faire ton test. Et tu vois, en plus, moi, je m'étais mis en local avec un petit Mac qui faisait serveur pour télécharger un fichier. Mais le débit, donc tu as un débit d'Ethernet gigabit, en gros, ce qui est cool, hein, 120 mégaoctets secondes au lieu de 60 à 80. Sauf que ça dure 3 secondes et après, le débit il rebaisse tout de suite. Alors, le Wi-Fi 6E, c'est quand même censé être 2 fois plus rapide que le Wi-Fi 6, on rappellera aux gens. Si tu n'es pas trop loin de la borne, mais du coup, c'est cool parce que tu as un débit de filaire sans te brancher, donc c'est vraiment bien. Mais là, la façon dont c'est implémenté, en fait, ça ne sert à rien, c'est même frustrant. Et c'est même casse-pied parce qu'il n'arrête pas de changer de borne, hein, il se met entre le Wi-Fi 6 et le Wi-Fi 6E. Donc j'espère Apple que pour tous les gens qui ont acheté, vous allez corriger votre truc et Mais que une si ça mise à marche pas, jour. Une c'est mise un à vrai jour. problème, hein. Ouais, c'est clair. On en reparlera avec Lionel qui reviendra nous voir, Lionel Paris de Netgear, notamment lorsqu'on finira le grand test du MacBook Pro M2 Pro. Regarde cette réaction de Mano, encore lui, sur Twitter. Le Mac Mini M2 Pro
10 cœurs CPU, 16 cœurs GPU avec une augmentation de RAM et une augmentation de stockage, je crois 32 Go, et un SSD de 1 Tera, c'est 2 240 €, donc c'est quand même beaucoup plus cher que les 790 ou les 690 € de départ. On se rapproche du prix du Mac Studio, qui lui est à 2 300 € avec un M1 Max. Lequel choisir? Avez-vous un avis tranché là-dessus? Débat. Alors, Mac Mini ou Mac Studio, Fred, tu nous as préparé un petit slide. Merci à toi. De rien, mais oui, je me suis posé la même question. Quand c'est que le Mac Mini en M2 Pro, quelle est sa limite? Alors, je vous ai fait ce slide effectivement pour vous montrer avec les specs un petit peu dessous, mais à gauche, vous avez le Mac Mini, il commence à 1549 dans la version M2 Pro. Donc très puissant, un petit peu biné, hein, il n'a pas tous les cœurs, il est en 8 Go. Et vous voyez qu'effectivement, à droite, le Mac Studio, lui, il commence à 2999, à 2300 €, pardon. Et donc, je vous ai fait la différence en jaune et ça fait plus 750 €, mais effectivement, il a un peu plus de mémoire, il a 32 et à 512. Et donc, sur le Mac Mini, si vous voulez, je vous ai fait les variations, c'est pour ça qu'il y a une petite flèche. Quand on augmente, par exemple, la partie CPU, on passe à 1894, donc là, il y a une différence de 405 €. Et quand on rajoute encore de la mémoire pour passer à 32 Go, pour le comparer au Mac Studio, donc c'est des options qui coûtent cher, on en a parlé, les options coûtent très très cher, hein, chez Apple, par rapport à ce qu'on connaît chez Dell et chez Microsoft, où les prix, c'est pas 200 € pour augmenter de 8 Go, hein, c'est plutôt Mmh. dans une centaine d'euros. Et du coup, vous vous rendez compte qu'au final, quand on commence à se rapprocher à Mac Mini M2 Pro, qu'on le rapproche au niveau mémoire et des cœurs du Mac Studio en Max, en MM Max, et bien en fait, le Mac Studio devient moins cher de 55 €. Et ce que j'ai voulu dire Ah, par c'est la là, c'est slide que suivante, hein, c'est ça. On en a une autre, juste ouais, pour la régie, c'est pour info, où on voit effectivement que si on prend la machine full patate, hein, avec toutes les perfs maximales, bah, le Mac Mini M2 Pro est plus cher que le Mac Studio. voilà. Donc du coup, réfléchissez bien. Alors bien sûr, le Mac Studio, il n'a pas été mis à jour. Ceux qui peuvent attendre, eh ben, ça va pas tarder. Je pense que ça sera sur le premier semestre. Ils vont pas attendre la fin de l'année quand même. Mais surtout qu'en 2024, il y aura les puces M3. Mais ceux qui peuvent pas attendre, réfléchissez bien parce que le Mac Studio, il est pas mort. Il est quand même assez intéressant. Il propose, comme on l'a dit, d'autres ports, USB Thunderbolt, la carte SD. Il est mieux ventilé. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui avait été dit. Au niveau GPU, ça bombarde quand même beaucoup plus. Mmh. Et donc, c'est les limites des options qui sont chères et Apple a bien calculé son truc pour pas qu'il y ait trop de concurrence entre le Mac Studio et le Mac Mini. Ah, la bonne nouvelle, si vous voulez un Mac Studio, et regardez, c'est une réaction de la noix du Périgord, hein, effectivement, c'est on en trouve encore sur le refurbished, c'est comme ça qu'on Ouais. l'appelle, à environ 2 000 €. Donc là, j'ai regardé hier et aujourd'hui, il n'y en avait plus. Donc effectivement, il y a des bonnes affaires dans le Mac Studio. Moi, je trouve que le Mini M2 Pro est quand même une super machine, notamment pour les monteurs, hein. Juste un commentaire, hein, ce qui est intéressant finalement, c'est que le Mac Mini, c'est devenu le compétiteur du Mac Studio. Ouais. Tu vois, et donc en fait, ils ont créé, c'est comme si on reprend le Il truc reste le Max pour le différencier. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Mais en fait, c'est intéressant. Finalement, ils ont créé une nouvelle colonne par rapport au truc de Steve Jobs. Ils ont créé, ils ont juste élargi. C'est vrai qu'en termes de lisibilité de gamme, on a quand même C'est illisible, ça donne de la illisible. migraine, hein. Ouais. C'est Et illisible. d'ailleurs, regarde, Max, sans jeu de mots, elle nous fait un petit tweet. Bonjour l'équipe, selon vous, quel est le meilleur achat entre un Mac Mini M1 et un Mac Mini M2? Bah, il n'y a pas photo. On va vous faire quand même un petit comparatif. Quel modèle choisir pour conclure cette émission? Mac Mini M2, les yeux fermés, surtout qu'il coûte 100 € moins cher que le Mac Mini M1. C'est déjà la première bonne nouvelle. Regardez cette réaction de Switch sur Twitter. Je trouve le Mac Mini M2 impeccable, super config pour remplacer un iMac Mi 2011. Je prendrai 16 Go 512 en M2 et j'investis dans un écran 4K d'occasion. Quid des prix du Mac Mini, Lolo, Laurent? L'entrée de gamme, vraiment, c'est une bonne surprise aussi, même Ouais, s'il ben, manque un peu de performance, hein. oui, il est light, hein, il est léger, mais il perd 100 €. Il est facturé 699 €. Ils ont vraiment envie de le vendre, ce Mac Mini. Ouais, et l'autre faisait 799 €, hein, donc 100 € de plus. C'est-à-dire que même sur le refurb, tu trouveras le Mac Mini sera M1 Bah sera ouais, même prix que le est M2. potentiellement plus cher même que le M2. Ouais. Ouais, donc Donc n'hésitez pas. là, il faut pas, si on veut rentrer sur l'entrée de gamme, hein, qui est un peu light, bon, manque de mémoire de stockage, hein, on en a déjà parlé. L'entrée de gamme, toujours, hein. Ouais, Il y a 8 c'est si on peut remettre la slide, quoi, il y a 8 ouais, gigas. 16 Go et 512 de SSD minimum, hein, Ouais, donc on double la mémoire, on double la SSD, c'est voilà. bon. Par Et contre, il n'y a que 2 ports Thunderbolt. Ouais, mais bon, c'est un ordi de bureau, donc tu peux mettre un dongle derrière, tu vois, tu peux mettre un minima un dongle, au pire,
Voilà, la M2 Pro, donc c'est vrai, la vraie bonne surprise. On le voit sur le côté droit du slide. C'est vraiment le modèle de salon de travail à conseiller Pour le pour le montage. montage, par Ouais, exemple. ouais, très bien. Tu as 32 gigas, 1 téra, Ouais, et voilà quoi. ouais, donc il faut pas hésiter, Didier, à le monter un petit peu pour qu'il, non pas qu'il ne soit pas productif aujourd'hui, mais pour que sa durée de vie soit un peu plus longue, hein. Si on ne met pas un gros disque dur ou à des fois un peu de mémoire, il va vite vieillir, c'est ça? Oui et moi, le conseil que je donnerais, alors tu vois, c'est vrai que la mémoire de base, c'est toujours un 8 gigas, ça commence à devenir vraiment Ouais. basique. Ah, c'est 256 impossible gigas ça. aussi. Tu me diras pour les écoles, machin, mais quand même, moi, tu mets quand même plus grand chose sur cette machine avec 256 gigas et c'est vrai que le tarif, comme le disait Fred tout à l'heure, les options sont très, très chères, donc tu hésites beaucoup. Mais c'est vrai que la version de base, j'aurais quand même tendance à lui mettre au moins un disque de 512 et si tu as le budget à passer à 16 16 gigas. gigas, ça lui donnera une bonne durée de vie. Tu pourras le garder très longtemps. Donc, il faut bien penser à ça, à la Mmh. revente, À la etc. revente, bien sûr. Mmh. Et la version pro, moi, j'aurais tendance à pas mettre le 12 cœurs parce qu'en fait, je trouve que le prix est très cher payé par Ouais. rapport, on l'a vu, les différences de perf entre le 10 et 12 cœurs, c'est pas si élevé que Donc, on ça. prend un Mac Et Studio, du coup. voilà, et finalement, mets plutôt soit 32 gigas si tu as vraiment besoin de mémoire pour faire des gros traitements en vidéo ou quoi. Et puis monte-le peut-être à 1 Tera si tu as le budget. Et au moins, tu auras les vraies vitesses comme avant qui sont très rapides. Mais c'est vrai que là, tu es vite à 2000 euros. Mais 2000 euros, vu le niveau de perf, et encore une fois, si tu l'utilises pour la vidéo, il est très rentable cette machine. Donc on arrive, sans être trop gourmand en options, on va dire, à se faire des configs quand même pas trop mal, je trouve. Ouais, avec un petit moniteur 4K chez LG, ça tient largement la route sur Final Cut ou sur Avid. Resolve, tu l'as bien résumé dans tes tests. Voilà, on a essayé d'être le plus complet sur ce Mac Mini, longtemps décrié, longtemps mal aimé d'Apple. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est vraiment la bonne surprise de ce début d'année. Une machine certainement la plus polyvalente et certainement le meilleur ratio prix-performance du marché. Vraiment certainement la machine de bureau la plus attractive d'Apple et depuis longtemps. On passe à vos coups de cœur. Les coups de cœur, on commence tout de suite avec Fred. Oui, alors mon coup de cœur, c'est pour Adobe, pour un projet qui s'appelle Podcast. Podcast Adobe, qui est en fait un projet, on a entendu parler pas mal la semaine dernière, depuis une dizaine de jours du moins, qui autorise le téléchargement. C'est en bêta, c'est gratuit. On peut télécharger un fichier audio qui est pas super terrible ça a été mon cas parce que je travaille dans la formation, donc on a un fichier où la personne s'enregistrait avec son PC, vous voyez, ou très très loin, ou même son Mac, hein, de très très loin. Et donc du coup, le son est pas terrible, il y a du souffle et tout ça. Vous prenez ce fichier-là, vous faites un drag and drop dans l'interface web, et ce qu'il va vous faire, c'est il va vous enlever tout le souffle grâce à l'intelligence artificielle automatiquement, et il va vous rapprocher une voix qui est éloignée, même avec un petit peu de reverb, il va vous la rapprocher comme si c'était collé au micro. C'est Et impressionnant, hein. et c'est impressionnant. Ouais. Honnêtement, la qualité, je demande, faites-le, ça prend pas beaucoup. Vous faites du drag and drop, il vous génère ça en quelques minutes. Et le truc qui était drôle, c'est que j'ai fait ça avec un fichier d'un collègue qui a fait ça, mais alors vraiment, le son était vraiment dégueulasse. Il était vraiment pas bon. Et alors, c'est là où c'est beau, c'est que l'intelligence artificielle, comme tu le sais, Adobe, elle a été entraînée, hein, sur des enregistrements réels, mais plutôt anglo-saxons. Et quand le niveau est vraiment très bas, ce qui se trouve, c'est que mon collègue s'est retrouvé, qui est plutôt un accent comme moi, gascon, hein, il se retrouve avec un accent américain à tous les mots. Donc, tous les tournures se retrouvent avec un truc un peu canadien, on dirait du canadien américain, et c'est Ouais. très, très drôle, et c'est très logique. Donc, j'attends de voir une version finalisée, notamment avec un entraînement français. C'est génialissime. Je trouvais ça bluffé. Donc, l'intelligence artificielle arrive aussi sur l'audio. Et là, il y a un gros, gros secteur à prendre parce que ça veut dire que je discutais avec un collègue qui fait ça chez nous. On va pouvoir faire des enregistrements des fois à l'extérieur ou dans des voitures, dans des endroits qui sont pas forcément super, des fois avec des micros qui sont pas forcément de bonne qualité parce qu'on prend ce qu'on peut, hein. On n'a pas forcément toujours un micro à 1000 euros. Et donc, du coup, on va pouvoir rattraper tout ça et ça promet pas mal de belles choses. J'entends ici Grenier, notre ingénieur du son. Didier, ton coup de cœur cette semaine. Eh ben, écoute, moi, je vous en ai pas trop parlé ces dernières semaines parce que je testais ça, ça prend du temps. Ouais, on t'a pas beaucoup Euh, vu, on t'a vu
Avec tes batteries, tes kits solaires et Comme ton Apple. Starlink Voilà. et t'as ID Buzz dans un joli champ. C'est très, très bucolique. En fait, voilà, depuis qu'Apple sort plus grand-chose là, depuis l'année dernière, du coup, je me suis intéressé à beaucoup de choses, aux batteries, aux panneaux solaires, à l'énergie. Il y a beaucoup de choses à faire, tu sais, avec les voitures électriques. Maintenant, c'est un peu un 360 degrés, tout ça. Et c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup d'innovations. Et il y a beaucoup d'innovations en France. Tu sais qu'à Nantes, on a par exemple 2 belles startups. Alors là, je t'ai mis les noms, c'est BIM et Sonology, qui font des petits kits solaires, c'est-à-dire en gros des panneaux solaires à installer toi-même dans ton jardin. Et ça marche d'une façon extrêmement simple. C'est-à-dire que tu t'achètes ça, tu le montes rapidement, ça te prend une demi-heure, tu le branches dans ta prise électrique et dès qu'il y a du soleil, en fait, ça te file du courant un petit peu gratuitement au lieu de le pomper chez EDF. Et ça coûte, alors c'est très abordable puisque en fait, à partir de 600, 700 euros, tu commences à avoir un kit qui te fait 300, 400 watts. Donc ça fait tu vois, ton petit talon de consommation, les objets du quotidien, en fait, ce que tu consommes quoi qu'il arrive. Et du coup, il y a un côté très agréable pour s'initier au solaire, en fait, pour se dire, ah tiens, on peut produire quand même avec des panneaux, on a une bonne rentabilité. Ça peut t'inciter à mettre après aussi des plus grosses installations. Mais surtout, ce que j'aime bien, c'est l'idée de montrer aux gens un petit peu que ces trucs-là, c'est plus uniquement dédié aux propriétaires. Il faut mettre 20 000 balles, il faut faire de l'installation sur ton toit et tout. Toi aussi, tu peux avoir ta petite production solaire. Alors, il n'y a qu'un seul. Tu l'as fait. Ouais, il y a qu'un seul défaut, c'est que si on coupe le courant, c'est-à-dire si tu es hors réseau, ça marche plus. Il faut du courant quand même pour que ça marche. Donc si jamais EDF nous coupe le courant là cet Il faut hiver, quand même payer sa facture. Ouais. voilà, ça va pas te sauver la vie, sauf si tu mets une petite batterie. Mais là, on entre sur des coûts qui sont un petit peu moins raisonnables. Donc voilà, ça s'appelle BIM Sonology et je vous ai fait plein de vidéos sur des tutos d'installation, des niveaux de rendement, combien ça coûte, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Chaîne YouTube de Mac Forever. Christophe, de ton côté, une série. Alors, effectivement. Zibio. Ouais, Zibi n'est pas là cette semaine. Et Effectivement. tu as sauté à pieds joints. Yes, j'ai sauté à pieds joints et pourquoi pas vous parler un peu de pop culture aussi. Donc, c'est une série sur Netflix qui date de cette année avec Ruby Stokes et Cameron Chapman. Alors, ne cherchez pas, c'est des tout jeunes acteurs qui viennent de commencer dans le domaine de la série et du cinéma. Et cette série s'appelle Lockwood & Co. Et j'ai été un peu subjugué par cette série qui parle de fantômes. Donc, c'est vraiment un monde, une planète, la Terre, dans lequel des fantômes maintenant apparaissent et peuvent juste au toucher en fait venir condamner une personne. Et les enfants, pas les adultes, mais les enfants ont des pouvoirs en fait qui se développent pour les ressentir, pour pouvoir lutter contre, etc. Très franchement, j'ai regardé cette série en 2 soirées. Elle est top. C'est pour des personnes en fait de 12 ans et plus, mais je vous incite vraiment à la regarder. Pile dans la cible. Voilà, exactement. Bah, vous voyez, hein, dans sa Batcave, ça résume bien. Il est pile dans la cible. J'aime beaucoup ta Batcave. On voit pas, mais enfin, moi je le sais, parce qu'il y a une balançoire derrière lui. Ouais. Bref, Ouais. en avant, on va venir un jour. On va faire une émission. Il y a une balançoire, tu vois, on voit les corps de la balançoire avec, juste devant Tomb Raider. Ouais. Ouais, c'est clair. Laurent, ton coup de cœur. Mon coup de cœur. Tu vas mettre encore le bordel dans le studio, c'est ça? Ouais, mon coup de cœur, c'est ça. Et on a une audience geek, hein. On a une audience geek. Non, 99,9% de garçons. Ça. Ouais, et donc. Les filles, venez regarder. On a une audience geek, donc ça s'appelle Flipper 0, Flipper 1, moi même plus. Et en fait, c'est un petit boîtier démoniaque, fantastique, mais démoniaque. Tu sais que j'ai fait beaucoup d'Internet des objets, donc j'ai beaucoup programmé d'objets connectés. Mais ce truc-là est génial. Donc en fait, c'est un petit boîtier qui a une puce radio qui gère entre 0 et 1 GHz. On peut même bidouiller pour aller un peu au-delà. Donc tout ce qui se fait en radio entre 0 et 1 GHz, tu peux le bidouiller. Donc ça veut dire que tu peux lire n'importe quelle carte NFC, tu peux lire n'importe quel tag à 125 kHz, tu peux reprogrammer, tu peux ouvrir la porte, la trappe de Tesla pour Didier à l'arrière gauche. Tu sais, quand tu approches la prise, en fait, tu peux simuler l'approche de la prise et ça ouvre la trappe. Tu peux tout faire. Et alors, il y a le firmware officiel et puis il y a tous ceux qui bricolent et qui te font des firmware pour faire du brute force, donc tu as radio, ça résume bien, tu as radio, tu as Bluetooth, tu as infrarouge. Tout à l'heure, je me suis amusé à passer devant un Darty et éteindre tous les écrans.
D'accord. Et quand il est arrivé, il a éteint toutes les lumières du studio. C'est pour Donc ça voilà. que Et donc là, j'ai programmé, je peux éteindre le prompteur. Là, je me suis amusé à éteindre non, le c'est pas une prompteur. bonne idée. Voilà. Et je peux changer les couleurs de toutes les lampes et tout. Donc non, c'est un gadget. Il faut un peu bidouiller, il faut un peu programmer. Ça Il y a où pas mal. Ça se trouve en ligne, c'est pas donné. Ah. Ça valait 170 dollars. Ça a un peu augmenté, c'est aux alentours de 230 euros. En revanche, Inflation. c'est envoyé depuis, je crois, la Lituanie, Oh. et tu le reçois le lendemain. Donc, et ils étaient, alors attention, ils étaient en rupture de stock depuis 3 mois. Depuis 3 mois, et moi j'en avais acheté un il y a quelques mois, je me l'étais fait taxer par un pote. Quand il a vu ça, il m'a dit mais c'est exceptionnel, je te le prends de suite. Je dis ouais, vas-y, prends-le moi, je le recommanderais. C'est à moi. Et en fait j'ai attendu 3 mois, donc je viens de le recevoir, et le nouveau firmware, enfin tu as des trucs, c'est fantastique. Alors moi, c'est beaucoup plus basique. Regardez, je l'ai posé devant mon écran. J'utilise l'iPhone de Laurent pour ça. C'est l'iPhone Mount with MagSafe. Ça fait un moment qu'Apple l'avait présenté lors de la keynote. S'ils étaient en rupture, on leur a enfin pu le tester. C'est ce qui vous permet de brancher. Je vous montre le concept. On va revenir en plateau. Vous avez une prise un support MagSafe derrière, aimanté. Vous tirez, et en fait, c'est un support qui vient se mettre sur mesure pour les MacBook Pro, et on peut l'installer tranquillement. Du côté, alors évidemment, on met l'écran de l'autre côté pour pouvoir bénéficier de l'optique améliorée, évidemment, des capteurs 48 millions de pixels notamment. Depuis l'arrivée des dernières versions de macOS 10, on peut utiliser le téléphone comme une webcam. Donc c'est vraiment un outil sympa. Ça coûte 35 €. C'est à la fois pas cher et cher à la fois, mais c'est vraiment très pratique. Et si vous faites de la visio, on en fait beaucoup, nous, pour On refait le Mac. On a la illustration ce soir. La qualité d'image avec un iPhone est 1 milliard de fois à l'instar de l'image de Christophe, par exemple, par rapport à celle de Fred, pour nommer personne, eh bien, meilleur. Voilà, c'est l'iPhone Mounted with MagSafe. Celui-là, c'est le modèle dédié pour le MacBook Pro. Il y a une version également pour les ordinateurs de bureau de la marque. Voilà, c'est la fin de cet épisode d'On refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Merci encore pour votre fidélité. Et on a encore le droit, on vous souhaite encore une bonne année pour cette année 2023. Je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Les amis, vous serez à rendez-vous la semaine prochaine? Bien évidemment. On va essayer de parler du HomePod. Didier, Fred, Christophe. Et moi, il y a David aujourd'hui qui m'a dit Laurent, et le HomePod? Je dis attends, la semaine prochaine. Chaque fois, on s'entend. On ne fait pas la course à YouTube. Et puis, n'hésitez pas également à être prévenu en temps réel à vous abonner. On a un nombre de vues on est très content, mais le ratio vues-abonnés est quand même faible par rapport aux autres chaînes YouTube. On aimerait qu'on ait autant de vues que d'abonnés, ce serait logique. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Ça nous ferait très plaisir. Et pour être prévenu en temps réel donc, de la mise en ligne de l'émission, je vous invite donc à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton. Et n'oubliez pas de cliquer également sur le petit pouce. Merci encore pour votre fidélité. Et à la semaine prochaine. Au revoir.